pour les nouvelles personnes, les personnes qui n'ont pas pu se joindre aujourd'hui, avec le lien YouTube accessible de manière privée. Alors, comment s'est passée cette nouvelle semaine? Déjà, juste un petit tour de table, comme nous ne sommes pas nombreux. Est-ce que vous êtes tous, vous avez tous au moins commencé la semaine 3 ou pas du tout? Moi, oui, mais j'ai pas fait, hier et aujourd'hui. OK. J'ai eu pas mal de boulot donc c'était un peu chaud là, cette semaine, mais sinon, hier non, j'ai pas fait ni aujourd'hui. OK. Bah, pour ma part, je suis à jour. J'ai terminé la semaine 3. OK, très bien. Bon, bah, j'essaierai d'accélérer sur ton cas par rapport aux exercices. Parfait, merci Bastien. Céline, Geoffrey? Oui, de mon Eh côté, ben, pareil, je suis à jour sur la semaine 3 aussi. OK, très bien. on t'entend pas mal, ça, mais pareil, je suis presque à jour. Il me reste un ou deux modules là sur la semaine 3. OK, bon, bah, très bien. Très bien. Donc, c'est plutôt moi qui suis un peu en retard, mais je vous rattrape. Je vous rattrape. Est-ce qu'il y a une difficulté particulière ou une notion sur la semaine 3 que vous souhaiteriez que je revienne plus en détail, ou on déroule et puis vous m'interrompez sur la route? Je pense qu'on peut dérouler. On peut dérouler. Une petite question avant de Oui. finir. À la fin de la formation, est-ce qu'on aura un support ou quelque chose, même en version dématérialisée? Oui, il y a un PDF qui sera accessible à la toute fin de la formation lorsque vous arrivez à la dernière page. C'est un PDF qui retrace, l'ensemble des notions importantes de la formation, et globalement, il sert aussi de support pour s'appuyer pour les révisions. J'ai d'ailleurs à ce titre, je vous enverrai à la suite du corrigé que j'enverrai après notre classe virtuelle, un petit mémo concernant la préparation à l'examen et aussi les modalités d'accès. Donc, OK. sur la partie pratique, ça vient juste à titre informatif vous informer des modalités. Et on aura une session pour ceux qui sont inscrits à la certification de début février. Une session la semaine prochaine, donc le 29 janvier, pour préparer l'examen. Mais je vous envoie donc ce petit email, ce sera tout écrit en bleu, vous verrez. Comme ça, la semaine prochaine, si vous avez des questions par rapport à cette communication, vous pourrez me les adresser. Très bien, merci. Avant de commencer, Oui, Céline? je me suis inscrite à la certification du mois de mars. Oui, OK. Et du coup, est-ce que je participe à celle de jeudi ou sinon, est-ce que comment ça se passe du coup? Alors, je t'entends de loin, mais j'ai compris que tu participais à celle du mois de mars. Et donc, en fait, il y aura une autre session qui sera similaire à celle que je vais faire jeudi, qui sera prévue pour les personnes qui passent la certification au mois de mars. En fait, l'idée, c'est d'avoir une préparation à la certification qui se passe une semaine avant l'examen pour que les infos soient fraîches dans l'esprit. Donc normalement, je sais pas si tu as reçu une communication de Karine. Normalement, je pense pas, mais tu en recevras une, je pense courant février, pour justement la certification du mois de mars. Ok, merci. Je t'en prie. Donc je vous propose de démarrer. Je vais partager mon écran et Marie et Emmanuel nous ont rejoints aussi. Bonjour. Bonjour à vous deux. Tac. La semaine 3, c'est ma semaine préférée. C'est celle où on parle des risques, des incidents, des problèmes. Donc ce sont des activités qui sont importantes à gérer dans un projet et c'est pour ça qu'on parle d'anticipation et de proactivité. Donc c'est vrai que la gestion des risques, des incidents et des problèmes sont 3 catégories d'activités qu'un chef de projet doit avoir en main. Ce sont 3 activités qui sont parfois oubliées. Elles sont induites par moment. Certains projets pensent aux risques, pensent aux incidents, pensent aux problèmes, mais sans forcément inclure de formalisme. Moi, ce que je vous propose, c'est d'avoir vraiment ce formalisme-là, dans ces différentes gestions qui vous permet de traiter, ces sujets, de manière professionnelle, mais aussi de manière cadrée. Vous avez dû voir cette semaine, pour ceux qui sont arrivés jusque-là, que la gestion des risques, c'est vraiment l'aspect d'anticipation. On souhaite, anticiper sur un potentiel fait qui peut avoir un impact sur le projet.
Quelque part, lorsqu'on pense au risque, on pense souvent et à tort ou à raison, que ce sont surtout des faits négatifs. Oui, mais il peut aussi y avoir des faits positifs. Un risque peut être un risque positif et dans ce cas-là, on le traduit comme une opportunité. Donc cette opportunité-là, même si on n'a pas trop l'habitude d'entendre parler de risques positifs, ils existent. Et quelque part, l'opportunité pourrait être, et je ne sais pas si c'est avec vous qu'on l'avait déjà évoqué au début des premières sessions, mais ce risque positif pourrait être par exemple sur un aspect commercial, de se dire qu'un concurrent bat de l'aile par rapport à sa production. Donc le risque positif serait que en tant que concurrent, on aurait cette possibilité de pouvoir lancer notre produit à plus grande échelle, toucher un peu plus de clients, parce qu'on sait que la concurrence va faiblir et ne sera pas capable de fournir autant de produits ou pas du tout de produits. Donc quelque part, si le risque survient en termes d'opportunité, il faut être en mesure de mettre une action qui va permettre d'accroître un petit peu la production et de se dire qu'on va pouvoir peut-être vendre plus de produits qu'espéré, parce que justement, il n'y aura pas de concurrence ou moins de concurrence. Voilà un petit peu le type de risque positif qu'on peut avoir. Mais dans la majeure partie des cas, je l'admets, on parle surtout de risques négatifs, donc de faits négatifs qui peuvent impacter le projet. Donc un fait négatif, c'est une perspective, on pense, on a le petit doigt, on a une information qui nous est venue par rapport à un fait négatif dans le projet. Il faut pouvoir l'anticiper et prévoir des actions, soit correctives, soit qui vont permettre de limiter le risque, soit qui vont permettre juste de contrôler le risque. Il va arriver, hein, on contrôle. Donc voilà pour cette partie gestion de risque. J'ai pas fini. Les risques sont enregistrés dans un registre. Donc ce registre, il est revu de manière fréquente. Le but est de pouvoir avoir cette visibilité sur les risques et de se dire de manière fréquente, donc peut-être à raison d'une fois par mois, un petit peu le même rythme qu'un comité de pilotage qu'on verra la semaine prochaine. Le but est de se dire, OK, le mois dernier, on était, à cette position-là par rapport aux risques. Est-ce que ces risques ont évolué? Est-ce que leur probabilité ou leur impact, a évolué? Et quel est le résultat de la matrice? Est-ce que leur criticité est devenue plus forte, plus faible? Et quelles actions, on a mis en place? Est-ce que ces actions-là, ont pu être mis en place et quelque part ça a réduit l'impact, la probabilité du risque? Ou bien on est toujours sur le même niveau? Donc voilà comment la partie gestion va intervenir. Tout en bas, tout en bas de la page, vous avez 3 types de matrices. Une matrice à 3 niveaux, à 4 niveaux et à 5 niveaux. Je suis sûr que vous souhaitez que je vous en dise plus, donc je vais vous en dire plus. Pourquoi ces différents types de matrices? Déjà, quelque chose que vous devez retenir, c'est que pour un registre de risque, pour un projet, on doit appliquer le même niveau de matrice. Ça veut dire qu'on ne peut pas appliquer une matrice à 3 niveaux pour certains risques et une matrice à 5 niveaux pour d'autres. Maintenant, vous allez me dire: «Bah, Joy, pourquoi 3 niveaux? Pourquoi 5 niveaux? Pourquoi 4? C'est quoi la différence?» Eh ben, je vais vous répondre. Matrice à 5 niveaux, ça va s'appliquer surtout à des contextes projets où le volume de risque est important. On a besoin à ce moment-là d'avoir une certaine granularité des risques, de pouvoir différencier un peu plus les risques. Vous voyez sur cette matrice à 5 niveaux qu'il y a beaucoup plus de cases. Ça veut dire que si on est dans un contexte projet où le volume de risque est d'environ, je sais pas moi, 50, il faut pouvoir se dire qu'on les différencie puisque quel est le but de la revue de risque? C'est pouvoir classer les risques et aussi se focaliser sur les risques qui sont le plus critiques, le plus important en premier lieu. Pas d'intérêt, de travailler sur les risques faibles, donc un risque qui a très peu de chances d'arriver ou qui va avoir un très faible impact pardon. On va perdre du temps à parler de ces risques-là, ça a pas d'importance. Par contre, un commanditaire va vouloir focaliser son attention sur quel est le risque qui va impacter de manière critique un projet, de manière critique l'entreprise et pour lequel il faut pouvoir le traiter rapidement, efficacement. Et donc c'est pour ça que cette granularité, va intervenir sur les niveaux de matrice. Maintenant, si vous êtes de manière quotidienne, enfin en tout cas de manière fréquente, le volume de risque est plutôt de l'ordre de 20, allez, on ne va pas dépasser 25 risques. L'idée,
pouvoir peut-être plus se concentrer sur une matrice à 3 niveaux. Dans ce cas-là, on a moins, en effet, moins de choix, moins de granularité. On aura peut-être 3 ou 4 risques qui vont atterrir sur la zone rouge. Donc, inutile de devoir les différencier sur 4 cases différentes, 2 suffisent. Donc, quelque part, c'est important de pouvoir se dire que plus on a de risques dans un projet, plus on a de risques à traiter dans un projet, plus la matrice va être élevée, moins on a de risques dans un projet, plus on va s'orienter vers une matrice à 3 niveaux. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de vous dire? Ou est-ce que c'est clair? C'est clair. Ouais, c'est bon. C'est clair, oui. Est-ce que vous savez tous comment, entre guillemets, jouer avec la matrice de risque, quelque part l'exercice à faire durant une revue pour placer les risques de manière efficace sur la matrice? Est-ce que c'est au clair pour tout le monde ou est-ce que vous souhaitez une petite démo? Je veux bien une démo. Ouais. J'ai eu du mal à... Ouais. Allez, c'est parti pour la démo. Une démo serait pas mal. Hein. Je vais rester sur la même page et en fait, je vais vous exposer un petit peu 3 cas de figure par rapport à un contexte que vous connaissez, que vous avez vu durant la formation. C'est celui de l'anniversaire de mon neveu. Vous vous rappelez, mon neveu, il est né le 8 novembre et on souhaite lui organiser une fête d'anniversaire en extérieur avec un baby-foot géant. Donc l'idée est de se dire qu'on va pouvoir organiser cette fête. Maintenant, il y a quelque chose de prépondérant par rapport à cette fête d'anniversaire, c'est que baby-foot géant au mois de novembre, vous imaginez qu'en extérieur, la météo peut être source de problèmes. Donc, j'ai tout de suite identifié un risque par rapport à cet événement. Mais je vais décliner cet événement sous 3 contextes différents de manière à ce qu'on puisse jouer avec cette matrice de risque. Risque numéro 1, donc en effet par rapport à la météo, le risque que la météo vienne impacter l'anniversaire, que la pluie vienne interrompre ou perturber cette fête d'anniversaire dans le contexte qui a été prévu au début de la formation, c'est-à-dire au mois de novembre à l'extérieur. Donc la probabilité que la pluie intervienne, il est plutôt fort, puisque quelque part, au mois de novembre, moi j'habite dans la région lyonnaise, à Paris ce serait pareil, et dans le sud aussi. Voilà, mois de novembre, il y a plutôt un risque de pluie certain. La probabilité est plutôt certaine. Et l'impact, si la pluie intervient, donc il se peut qu'il ne pleuve pas du tout, mais si la pluie intervient, l'impact, il sera fort. Donc vous voyez, j'ai déplacé mon curseur tout à droite et tout en haut parce que j'ai atterri dans ce cas de figure-là. Deuxième contexte, je me dis qu'en fait, on va éviter ce problème-là et on va plutôt le faire au mois de juin. Alors oui, ça va faire loin, mais au moins, on s'assure d'avoir certainement, en tout cas, on essaye d'avoir plutôt beau temps. Donc, la probabilité, si en effet la fête d'anniversaire a lieu au mois de juin, la probabilité que la pluie intervienne, ça peut arriver, mais généralement au mois de juin, on va dire allez juillet, le risque est plutôt faible. La probabilité est plutôt faible. Par contre, l'impact, si la pluie intervient, toujours à ce moment-là, il sera fort. Donc, j'ai gardé mon curseur à gauche pour la probabilité et en haut pour l'impact. Maintenant que je me dis qu'on va quand même le faire au mois de mai, mais on va aller chez tonton Thierry. Lui, il a un haut-vent, donc de toute façon, on installera le baby-foot sous le haut-vent, et quoi qu'il arrive, on sera sous contrôle par rapport à cette fête d'anniversaire. Donc dans ce cas-là, dans ce contexte-là d'anniversaire, la probabilité que la pluie intervienne, parce que c'est la probabilité que la pluie vienne interrompre la fête d'anniversaire est plutôt faible, et l'impact s'il pleut, il sera faible aussi, puisque de toute façon, on est sous couvert. Donc, vous voyez un petit peu comment on peut jouer avec cette matrice. Donc là, alors j'ai un peu biaisé les choses, c'est 3 contextes différents, donc 3 contextes projets différents, mais normalement vous avez un contexte projet avec 3 risques différents. Donc là, j'ai parlé de la météo, donc dans 3 contextes différents, mais dans un projet où vous avez en fait qu'un seul contexte possible, vous allez parler de 3 risques. On aurait pu parler du risque de la météo, le risque de personnes absentes ou le risque d'autre chose. Donc voilà, c'est certainement pour vous mettre en situation par rapport à la matrice de risque. Est-ce que c'est plus clair pour les personnes qui avaient des questions par rapport à ça? Donc l'idée est que, qu'en séance, lorsque vous faites une revue de risque,
Donc vous avez une dizaine de risques à traiter. Donc déjà, vous, en amont, en tant que chef de projet, c'est l'exercice que vous allez faire, de déjà, vous, en tant que chef de projet, placer ces risques sur le curseur et de les présenter. Et en revue de risque, de dire, ben voilà, si en fait le commanditaire dit non, en fait, moi, le risque numéro 2, je pense que c'est plutôt impact 2 plutôt que 3. Hop, vous prenez le curseur, vous le déplacez sur la case du milieu. C'est rapide. Il n'y a pas besoin de taper du texte, etc., etc. Vous l'avez déplacé et ça permet à la session d'être efficace. Mais Joy, dans ce Dis-moi. cas-là, la revue, on n'attend pas que le projet ait commencé, on l'inclut directement dans le business case. Oui, tout à fait. La revue de risque, elle n'intervient pas qu'une seule fois. En effet, il y a cette matrice de risque et les 5 premiers risques qu'on suppose pour le projet qui sont identifiés au moment où on soumet le business case. Mais à chaque fois qu'on a un comité de pilotage, donc à chaque fois que des personnes qui sont plus à même de proposer une décision ou de prendre une action par rapport au projet ont un intérêt, c'est bien de le faire et d'avoir une fréquence à peu près de chaque mois pour faire cette revue de risque et de se dire comment ont évolué les risques. Il se peut que des risques soient totalement clos, puisqu'on se dit qu'en fait, ça ne se passera jamais. Il se peut que des risques évoluent de manière négative, c'est-à-dire l'impact ou probabilité qui augmente, ou à l'inverse, des risques qui faiblissent, donc impact ou probabilité qui se réduisent. Et c'est pour ça que ces revues de risques sont importantes à réaliser de manière fréquente pour être sûr d'avoir du contrôle sur ce projet. J'ai répondu à ta question ? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sinon, passons aux incidents. Les incidents, on va avoir le même registre que celui des risques, sauf que pour un incident, il y a une variable qu'on va enlever, ça va être la probabilité. Un incident est un fait avéré. Ça veut dire qu'un incident est un événement qui survient, un événement qui vient impacter le projet. Un incident est plutôt négatif. Contrairement au risque où on peut avoir cette variable positive ou négative, un incident est un incident. Lorsque un incident survient, lorsqu'il est capté, il peut avoir deux résultantes, deux entrées. Soit c'est un risque qui est devenu un incident, c'est-à-dire que c'est un risque qui survient, la pluie est là, ok, c'est un incident, on ne va plus le traiter comme un risque, maintenant on va agir sur l'incident. Ça veut dire que l'élément que vous avez dans votre registre de risque doit sortir du risque pour être inclus dans le registre des incidents. Ou bien, c'est un incident qui survient, ça veut dire qu'il n'a pas été prévu, mais il est là, pas de problème, ça arrive tous les jours qu'un incident survienne sans forcément qu'on l'ait calculé. Dans ce cas-là, on l'enregistre quand même dans un registre d'incidents. Il n'a aucune vocation à maintenant intervenir dans les risques, puisque maintenant il est là, et on le traite comme un incident. Les incidents sont plus dynamiques. Généralement, on rencontre un incident lors de la réalisation du projet. Ça veut dire que ce sont les personnes, les chefs d'équipe, les personnes opérationnelles qui constatent un incident et qui vous en font part. Donc quelque part, les incidents sont plus dynamiques. Ça veut dire que la revue des incidents doit se faire de manière dynamique. On ne peut pas attendre un mois avant de se dire, OK, quels incidents on a, comment on les traite. Un incident, on doit plutôt le traiter peut-être toutes les semaines, peut-être même 2 fois par semaine en fonction des projets, pour se dire qu'on a un peu plus de contrôle et un peu plus de visibilité sur les incidents. Donc c'est pour ça que la revue doit être dynamique, en tout cas plus fréquente, mais aussi avec les personnes qui, eux, sont sachantes par rapport aux incidents, puisqu'il faut les traiter. Certains incidents vont avoir un impact direct sur la réalisation du projet, ou vont avoir un effet boule de neige, et c'est pour ça que c'est important de pouvoir les traiter comme tels. Des questions par rapport aux incidents ? Non. Et enfin, les problèmes. Là aussi, les problèmes peuvent avoir deux résultantes. Les problèmes peuvent être soit des incidents répétés, ça veut dire qu'on a un incident qui est clos, ouvert à nouveau, qui est clos, constaté par une autre personne, et ce pendant plusieurs occurrences. Ou bien c'est un constat général. On se dit qu'on a difficulté à enregistrer cette activité comme un problème, mais on sent qu'il y a un problème de transmission d'informations entre un service et un autre. On n'arrive pas à voir vraiment la source.
l'impact, il est difficilement mesurable, mais on a besoin de se rencontrer pour être sûr qu'on voit les mêmes choses et peut-être de le traiter, à la racine pour éviter ce problème généralisé, pour qu'il soit plus globalisé. Donc voilà ces deux entrées. Donc sur la plateforme, il y avait le cas des vélos qu'on livre, sur un terrain jonché de clous et qui sont crevés, et cetera, et cetera. Donc l'idée est que pour traiter les problèmes, je propose 2 méthodes. Il en existe plusieurs, mais pour traiter les problèmes, Ishikawa et les 5 pourquoi sont 2 méthodes qu'on peut vraiment utiliser. Ishikawa est une méthode qui s'utilise de manière plus, j'allais dire conviviale, mais plus collective. L'idée est que de manière collective, on va pouvoir aligner nos cerveaux pour partager toutes les informations qu'on a par rapport à un problème. Ça évite d'avoir juste un point de vue et quelque part un point de vue peut être une seule solution alors qu'en fait la source des solutions peut être multiple. Donc avec des personnes qui ont connaissance du problème de différentes parties, ça permet l'émulsion d'idées et ça permet aussi d'enregistrer et de cadrer le problème sur ces différents paramètres. Et de manière collégiale, on va pouvoir tout de suite aussi identifier là où les différentes causes du problème. Ce qui est important de faire avec Ishikawa, c'est surtout la partie métrique, la partie mesure. Vous avez vu par rapport aux vélos qui sont crevés, qu'il y a une métrique. Si je me rappelle bien, je crois que c'est 10 vélos crevés en 1 mois. Donc on a cette notion de durée, on a ce volume et quelque part, Ishikawa, donc cette méthode asiatique, permet de manière récurrente de revenir sur le problème et de savoir s'il a vraiment été résolu, de combien et est-ce qu'on peut encore faire mieux. Donc aujourd'hui, on a 10 vélos crevés. On se rend compte que le terrain est jonché de clous, donc il y a la partie milieu. On se rend compte qu'il y a des personnes qui sont peut-être mal formées. On se rend compte que peut-être aussi la matière, donc les chambres à air peuvent être défectueuses. Donc on a plein de catégories possibles. Et on peut agir sur toutes ces catégories possibles en mettant des actions en place. Et quelque part, on se dit que lorsqu'on met toutes ces actions en place, on revient peut-être dans 2, 3 mois et on refait ce même cycle. OK, combien on a de crevaisons aujourd'hui ? 2 en 1 mois. Eh ben, c'est mieux qu'avant. Maintenant, comment on va faire pour arriver à 0 ? C'est un petit peu l'idée. Et donc, de manière cyclique, avec Ishikawa, on va regarder tous les paramètres un à un pour être sûr de pouvoir, de manière collégiale, intervenir sur le problème. Les 5 pourquoi, c'est plutôt différent. On peut utiliser les 5 pourquoi de manière collégiale aussi, avec plusieurs personnes, mais l'intérêt principal de la méthode des 5 pourquoi, c'est de pouvoir se poser la question pourquoi soi-même sur le problème et de pouvoir agir seul sur le problème, sans forcément avoir besoin d'attendre la disponibilité d'autres personnes pour traiter le problème. Donc les 5 pourquoi, vous l'avez vu, hein, faut poser la question au bon endroit par rapport au pourquoi pour être sûr aussi de trouver la solution. On arrive peu ou à la même conclusion et quelque part c'est intéressant aussi pour ça. Donc voilà, 2 méthodes qui permettent de traiter les problèmes et qui vous permettront, si cela vous arrive, de pouvoir les gérer soit de manière conviviale, collégiale, collective, soit de manière individuelle. Des questions par rapport à ça ? Peut-être une observation, mais j'ai du mal avec la méthode pourquoi, parce que pour moi, c'est assez réducteur en termes de retour. Enfin, ça minimise les possibilités de détection d'incidents. En effet. Alors le but n'est pas de détecter un En incident, fait, c'est mais oui. une question pourquoi par incident. Exactement. Exactement. Et tu as tout à fait raison. Et c'est la faiblesse des 5 pourquoi, mais le but, je dis faiblesse, mais le mot est fort, ça permet tout de même de trouver au moins une solution. Donc c'est pour ça que, oui, en effet, l'option numéro 1 pour moi serait Ishikawa. Je préfère attendre que mes collègues soient disponibles, même si c'est dans 1 semaine ou 2, mais d'être sûr qu'ils seront disponibles 1 heure ou 2 pour qu'on puisse tous ensemble traiter le problème à la racine, plutôt que de dire bah, je fais 5 pourquoi là, dans la prochaine heure. Je trouve une solution. De toute façon, pour la mettre en application, il faut forcément aussi un peu de monde. Donc, quelque part, c'est intéressant de pouvoir attendre, mais pour faire bien et mieux. Donc, je suis d'accord avec toi. Oui. D'autres questions ? Non. Si pas d'autres questions, attaquons le volet surveillance. Donc, cette deuxième et dernière page pour cette semaine.
Quelque part, la surveillance, alors, c'est vrai que je parle, de la partie budgétaire, mais en tant que chef de projet, il m'est arrivé, dans mon expérience, de devoir gérer la partie budgétaire, de devoir gérer les contrats des prestataires qui travaillaient avec moi, de suivre le budget, de manière fine. Mais aujourd'hui, je travaille pour des clients pour lesquels, ces activités-là ne me sont pas demandées. Donc je vais en parler sans forcément que vous, en tant que chef de projet, vous soyez forcément, impliqué dans cette partie surveillance, notamment budgétaire, même s'il est toujours intéressant de savoir comment ça se passe. La surveillance, pour moi, c'est intéressant de savoir qu'il y a un suivi budgétaire, mais aussi un suivi du projet dans sa globalité. Pour la partie budgétaire, c'est vrai que c'est intéressant, surtout parce que précédemment, dans la formation, on a parlé de ségrégation, de cloisonnement, mais aussi de structure. Et la structure du projet va être intéressante pour ça. Parce que lorsqu'on structure son projet avec différentes phases, différentes sous-phases, différents lots de travaux, on y associe aussi par défaut une activité, un effort qui est alloué, un effort prévisionnel et un effort consommé. Ces 3 paramètres, budget alloué, budget prévisionnel, budget consommé, vous permettent d'avoir un peu plus de précision sur comment vous vous situez par rapport à l'activité dans le projet. Et en effet, lorsque vous allez multiplier ces 3 paramètres par lot de travaux, par sous-phase, par phase, évidemment dans un tableau Excel ou dans un outil collaboratif bien choisi, vous allez pouvoir faire la somme de ces différentes activités, de pouvoir dire OK, pour cette phase-là, j'en suis là, ou pour cette sous-phase-là, j'en suis là, ou pour ces lots de travaux, j'en suis à ce moment-là. Budget alloué, c'est le budget que l'entreprise a confié. Le budget que l'entreprise a confié au projet. Donc lorsque vous avez demandé 100 000 € pour le projet, vous avez découpé vos 3 phases, alors on va dire 25, 50 et 25 000 € pour chacune des phases. Derrière, vous avez ces sous-phases pour lesquelles vous avez, pour chacune des sous-phases, alloué aussi un budget. Et pour les lots de travaux, vous vous dites, OK, ben pour ces lots de travaux-là, c'est tant d'heures pour telle personne, ça fait tant, etc., etc. Et ça, c'est le budget du départ, le budget alloué. Le budget consommé, c'est celui qui a été utilisé. Comme son nom l'indique, celui-là, c'est le moins compliqué à comprendre. Combien d'efforts on a mis déjà aujourd'hui, je regarde aujourd'hui, combien de temps on a mis. Et le prévisionnel, lorsqu'on a démarré une activité, c'est de se dire, OK, là on a démarré, on a déjà fait 5 heures de travail pour ce lot de travaux, et en fait on se rend compte qu'on avait prévu de faire que ce soit 15 heures, mais on se rend compte que c'est plus compliqué que prévu. On va plutôt viser sur 25 heures sur ce travail-là, puisqu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus délicat, donc il va falloir plus d'efforts. Donc en effet, rajouter 10 heures sur un lot de travaux, ça va pas forcément casser 3 pattes à un canard, si je peux utiliser l'expression. Mais si vous faites la somme de ces différents lots de travaux et que vous vous rendez compte que pour chacun des lots de travaux, vous ajoutez aussi à chaque fois 10 heures, 10 heures, 10 heures, 10 heures, peut-être que ça fait une somme qui est conséquente. Ou bien vous allez vous rendre compte que pour certains lots de travaux, il y en a pour certains, vous voyez que le prévisionnel va être au-dessus. Pour d'autres, vous voyez qu'en fait, ça va être plus facile. Donc vous avez prévu 30 heures, mais en fait, ça va être 10. Donc voilà, cette compensation va vous permettre d'avoir la visibilité, sur comment vous allez contrôler votre budget et de vous dire qu'en fait, bon, je vous propose aussi d'avoir toujours une contingence, donc un matelas dans le projet. Donc sur les 100 000 €, vous prévoyez peut-être d'avoir 10%, donc 10 000 € pour n'importe quel imprévu. Si quelque chose ne va pas, plutôt que de demander à l'autorité de changement une rallonge, vous avez déjà dans votre budget cette partie contingence. Ça vous permet, lorsque vous avez cette fluctuation sur les lots de travaux, sur les phases, de vous donner une petite largesse qui vous permet d'avoir du contrôle vous-même et vos décisions sur l'utilisation du budget. Donc là, c'est par rapport à la partie budgétaire. Ensuite, sur la partie du suivi du projet, c'est toujours bien de corréler cette partie progression, donc comment on avance dans le projet, avec cette partie budgétaire. Qu'est-ce que j'ai consommé, qu'est-ce que j'ai utilisé dans le budget du projet. Pourquoi? Parce que si je dis au commanditaire, ben voilà, on est au mois de janvier. Au mois de janvier, on est à la moitié du projet et on a prévu de terminer en juin comme prévu. Difficile pour le commanditaire de se dire: «Ah bah, c'est très bien Geoffrey, bien avancé, bonne progression, c'est comme prévu». Mais bon, si en fait, à cette moitié de projet, vous avez consommé 2 fois plus que prévu,
Donc ça veut dire que vous avez utilisé 2 fois plus de ressources, peut-être, acheté plus de licences que prévu. Même si vous êtes à la bonne progression, cette partie budgétaire ne peut pas aller. Donc le suivi du projet dans son ensemble, il y a un certain décalage. C'est pour ça que c'est toujours bien dans votre projection, dans vos prévisions, de prévoir cette partie, livrable, progression des travaux, avec ce qui était prévu de consommer en même temps. Ça veut dire que vous avez ce prévisionnel avec, l'alloué qui va forcément, se corréler ou bien passer un petit peu au-dessus ou en dessous, mais au moins vous avez cette vision qui est claire et ça permet aux commanditaires aussi d'avoir plus confiance en votre travail, puisque c'est un travail professionnel et parce que vous allez aussi présenter quelque chose de concret. Oui, j'en suis au mois de janvier, oui, je fais la moitié du projet et le budget qu'on a qu'on a prévu de consommer à ce moment-là, c'est exactement celui-là. Ou bien c'est plus 1 000 €, ou bien c'est moins 1 000 €. Ça permet aux commanditaires de se dire: «Ah OK, vous êtes en bonne voie, mais aussi on n'a pas besoin de demander de rallonge puisque, on est dans les clous». Voilà un petit peu là où je voulais en venir par rapport à cette partie suivi du projet dans sa globalité. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette dernière page, pour aujourd'hui? Personnellement, ouais, j'ai pas du tout de gestion de budget, au niveau de mon poste, donc c'est vrai que ça me paraît, c'est très flou pour moi, vu que j'en ai pas, donc c'est je vais plus rester sur la progression du projet, en fait. C'est plus ça qui me parle. Non, très bien. Oui, comme, Mmh. je l'expliquais, tu as bien Ouais. raison, Kelly, de se focaliser sur ce qui t'importe le plus par rapport à ton texte. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou Oui, questions? oui, moi, du coup, désolé, j'avais mon micro coupé. Pas de souci, Alors, c'est vrai que moi, sur les projets auxquels j'ai participé, voilà, sur la partie budget, il y avait en termes d'organisation, j'étais pas forcément amené à intervenir, mais voilà, c'est vrai que j'ai eu, moi, en reprenant un peu les différents cours, c'est vrai que j'ai eu un petit peu une confusion entre voilà le budget alloué, qui est pour moi quelque part une forme de prévision, et avec le prévisionnel. Mais c'est vrai que quand je regarde dans la définition du budget prévisionnel, voilà, je comprends un peu plus, mais c'est vrai que ça a un peu prêté du coup à confusion pour moi, voilà, ces notions-là. Pour moi, budget alloué, enfin le projet n'a pas encore démarré, pour moi, on est dans le prévisionnel. Donc prévisionnel, c'est pour moi prévoir. Donc voilà. Oui. C'est vrai que budget alloué et prévisionnel, il y a ces 2 notions. C'est volontaire d'utiliser 2 termes différents, même si en effet, quand on est à la fin de la phase d'initiation et qu'on présente son business case, le budget il n'y a pas de budget prévisionnel. Il y a un budget qu'on demande, donc un budget qui sera forcément donc alloué. Donc le projet n'a pas démarré, on est dans cette perspective-là. On est à plus 2 mois dans l'exécution. Le budget alloué est celui, qui était alloué, au moment de l'initiation. Le budget prévisionnel est celui qu'on prévoit. Ça veut dire qu'en fonction de ce qu'on a en effet réalisé, on va voir si peut-être une différence entre l'alloué et le prévisionnel. Ça veut dire que l'alloué est celui qui a été, tamponné, signé, et le prévisionnel, c'est celui que, on pense, pouvoir être dans les clous ou peut-être ce sera un petit peu plus ou un petit peu moins. Mais lorsqu'on dépasse un petit peu cette partie, contingence ou, les limites que l'entreprise nous prévoit, on demande donc c'est ça, le processus. On va demander à l'autorité de changement: voilà, en fait, il me faut plus 50 000 € par rapport à ce qui a été alloué au départ. Et à ce moment-là, si on nous valide ce nouveau budget qui a été validé devient le budget alloué, qui sera aligné au prévisionnel. Et en fonction de comment on avance encore dans le temps par rapport à cette date-là, le prévisionnel va lui aussi peut-être changer par rapport à l'alloué. D'accord, ok, super, merci pour ces précisions. Je t'en prie. Oui, Marie? J'entends, je te vois tes lèvres bouger, mais je t'entends pas. Non. Non, toujours pas, malheureusement. Non. Et je suis pas fort en langage des signes non plus. Si tu veux écrire ta question, tu peux, si quelqu'un d'autre a une question en attendant. Vous m'entendez? Oui. Ah pardon, excusez-moi. C'était juste pour savoir dans le registre des incidents, Oui. le lien avec les KPI, j'avoue que j'ai pas été très à l'aise, pour comprendre exactement quel impact, comment on gérait, l'impact, sur ce domaine. Voilà.
Parce que c'est quand même vu assez brièvement, donc je voulais comprendre un petit peu. Oui, alors les indicateurs qu'on met en place, un KPI, qui est Process Indicator, le but est de pouvoir avoir une métrique visuelle sur comment on évolue par rapport aux incidents, puisque c'est des incidents dont tu parles. En fait, en fonction du projet, on va avoir un intérêt plus ou moins certain sur le volume d'incidents qu'on ouvre, par exemple, chaque semaine. Donc ça veut dire que dans ton registre d'incidents, tu inscris une date d'ouverture, une date de fermeture, et aussi peut-être quelque part, c'est induit, un délai entre l'ouverture et la fermeture. Donc par exemple, un indicateur pourrait être combien de temps sont ouverts les incidents, ou bien combien de temps reste ouvert un incident critique. Imaginons qu'on mette aussi une catégorie sur la criticité d'un incident. On va se dire que on va filtrer sur tous les incidents critiques et de savoir combien de temps ils sont restés ouverts, donc 2, 3, 4 jours, 1 mois, et de faire des catégories et de se dire, OK, bah, pour ceux qui sont ouverts depuis plus de 3 jours, quelle était la raison? On va creuser pourquoi ils sont restés ouverts longtemps. Est-ce qu'il y avait une dépendance externe d'un fournisseur, d'une banque, peu importe. Voilà un petit peu comment on peut jouer avec les indicateurs. Donc l'idée de pouvoir, dans le registre de risque, inclure autant de paramètres qui vont être intéressants pour le commanditaire, pour toi aussi en tant que chef de projet, pour la gestion des incidents et de l'équipe, savoir quelle métrique on utilise pour être sûr qu'on tape au bon endroit, mais qu'on cible les bonnes actions à mener. Ok, merci, ça y est, je comprends. Merci. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Aujourd'hui, j'ai pas de réunion derrière, donc si vous en avez. Oui. Oui, ce serait plus une petite question personnelle au niveau du métier, de la profession. Donc après, je ne sais pas si c'est possible d'échanger avec toi hors visio. Bien sûr, c'est tout à fait possible. Après, adresse la question parce qu'elle peut être intéressante pour d'autres personnes dans la salle, mais s'il y a besoin d'approfondir, on peut prévoir un créneau aussi. Oui. Alors, moi, c'est que je suis en réorientation professionnelle. Oui. Je suis issu du monde de la restauration. J'ai eu des entreprises à ma charge, mais plutôt des petites structures. Et puis, bon, là, je profite d'avoir vendu mon activité pour me réorienter. Et c'est vrai que j'étais attiré par ce côté mission de chef de projet parce que je trouve ça un peu exaltant au niveau du quotidien. Après, je m'aperçois qu'au niveau pour pouvoir accéder à ces offres, d'une part, il demande énormément de diplômes. Et après, c'est souvent lié à un secteur métier bien spécifique. Donc, en fait, je voulais savoir si il y a des structures qui portent des projets, mais plus dans l'accompagnement et qui sont externes aux entreprises, qui viennent accompagner des projets au sein des entreprises, ou pour accéder au poste de chef de projet, vers quelle voie il vaut mieux aller? Alors, je vais expliquer un petit peu mon parcours. Parce qu'après, excuse-moi, je vois aussi plein d'intitulés différents au niveau des postes. Il y a des chefs de projet dans l'immobilier, dans les transports, dans la logistique, mais qui n'ont pas forcément cette vision de montage de projet. Exact. En fait, l'idée, quelque part, c'est que le métier de chef de projet, il s'apparente beaucoup à... Alors, le métier de chef de projet, il peut être très générique. Ça veut dire que aujourd'hui, je suis chef de projet dans la partie finance, j'étais dans la partie informatique. Demain, on me lance dans l'aéronautique, je vais pas y comprendre grand-chose, mais j'ai un petit peu les fondements. Donc, j'ai cette expérience plus... En freelance ou tu dépends d'une entreprise? Aujourd'hui, je suis à mon compte. Je suis en portage avec une autre société. Mais comment j'en suis arrivé là, c'est que je suis passé dans des boîtes de conseil qu'on appelle ESN, SS2I, puisque dans mon domaine, l'informatique finance, c'est ce genre de société-là qui porte pas mal de consultants et qui ont quelque part la capacité de toucher plusieurs entreprises, que ce soit petites ou grandes. Et quelque part, ces boîtes de conseil, ESN,
ont le contact direct avec des clients qui ont des besoins en chef de projet. Chef de projet, c'est vrai que c'est une activité qui est très externalisée. Elle est internalisée aussi dans beaucoup de clients, mais c'est une activité, comme elle nécessite d'avoir de l'expérience parfois dans d'autres domaines, d'avoir un peu cette mainmise sur des consultants externes, qui ont une expérience passée, soit chez un concurrent, imaginons, je parle de l'aéronautique, Airbus. Si c'était un chef de projet qui a travaillé chez Boeing avant, bah, peut-être qu'Airbus serait intéressé de savoir, comment il gérait ses projets et du coup, ils vont utiliser son expérience, pour cela. Maintenant, par rapport à ton domaine, la restauration, que j'ai porté un restaurant, que j'ai eu des salariés et cetera. Demain, je me dis que je pourrais gérer un projet de création de restaurant. Si une personne, souhaite, créer une chaîne de restaurant, bah, il veut utiliser ton expérience, toi, d'ancien restaurateur pour justement peut-être, se dire: «Bah, je vais utiliser quelqu'un pour qu'il m'aide, pour qu'il m'épaule, pour comment je vais gérer ce projet, comment gérer, le budget, comment le cadrer, qui contacter, et cetera, et cetera». Et donc c'est cette expérience-là que tu peux valoriser. Maintenant ta question, c'est comment, où est-ce que tu vas, postuler? Partir sur d'autres domaines d'activité, ouais. Oui, et j'imagine que tu Tout en n'étant pas spécifique, enfin spécifié et compétent. c'est ça. Ce qui est difficile de faire, c'est de pouvoir, passer d'un domaine à un autre et d'une expertise à une autre. Moi, c'était affaire d'opportunité, hein, j'étais dans l'informatique, pure, il y a eu une opportunité sur la partie finance, on m'a demandé, on m'a projeté là sans que j'y connaisse rien. Aujourd'hui, c'est mon cœur de métier, mais en effet, c'était une opportunité qui s'est présentée. Mais il y a pas de voie définie sur, demain tu veux faire un projet, informatique alors que tu es dans la restauration. Alors en effet, pour travailler dans un projet informatique, des boîtes, de conseil, ESN sont les plus prédestinées. C'est là où j'irai moi. Maintenant si tu sais vers quoi t'orienter, bah, on peut en rediscuter et de voir, un petit peu où creuser, ouais. Parce qu'après, chaque boîte de conseil a des spécificités en termes de Oui. domaine d'activité? Certaines ont des spécificités, certaines sont vraiment spécifiques dans certains domaines, d'autres, rasent très large, d'autres sont très opportunistes. Ça veut dire qu'ils sont pas dans un domaine, mais ils souhaitent, peut-être récupérer quelque part un restaurateur comme toi pour dire: «Ben, nous on aimerait bien, s'ouvrir dans ce domaine-là, mais on a personne qui a l'expérience». Donc ça se fait aussi. Pour rajouter un petit peu de choses à ce que tu dis, Joy, pour voir pas mal de consultants et pour avoir fait ça depuis déjà 4 ans, en effet, c'est très varié. Après on peut, oui ou non, y aller. Moi, la seule chose que je peux que je peux te dire là-dessus, c'est, si tu veux aller vers un domaine que tu ne connais pas, pars sur un domaine de passion. Ça te permettra de mieux intégrer ce qu'il faut avoir, comme connaissance et heu et sinon, bah, lance-toi parce qu'il ne tente rien à rien. C'est ce que je fais. Non, Donc mais du voilà. coup, il vaut mieux aller sur des postes de consultant pour Oui. intégrer des pilotages de projet. Oui, parce que c'est une bonne école. Quelque part, même si ce sera un domaine soit que tu aimes pas, soit que au moins tu te feras la main sur la gestion de projet, sans forcément que ce soit le domaine que tu vises. Mais ce sera la gestion de projet et tu pourras dire sur ton CV: «Beh, voilà, j'ai traité un projet de A à Z. Alors oui, c'était un truc que j'aimais pas, mais je m'en suis sorti. J'y connaissais rien, mais je m'en suis sorti». Et là, ça fait tilt à n'importe quel client de dire: «Ah, ah ben, s'il s'en est sorti là, peut-être qu'il pourrait s'en sortir chez moi aussi». Et c'est un petit enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Mais c'est vrai qu'avoir une expertise soit dans un domaine qu'on connaît, puisque ça va aider, le fait que tu connaisses ce domaine, ça aidera, soit dans un domaine qui est facile d'accès, j'ai envie de dire l'informatique est facile d'accès, même si tu n'y connais rien, mais au moins ça te fera une expérience, pour ensuite, rebondir sur quelque chose qui pourrait, plus te convenir. OK, merci. Après pour corréler un petit peu tout ce qui est dit, oui, le consulting, passer dans une boîte de conseil, c'est pas mal parce que ça permet aussi d'avoir une autre visu. Toi, en tant que restaurateur, aujourd'hui, tu as un visuel sur ton entreprise, mais tu sais pas forcément comment vont réagir les clients quand toi, tu vas être de l'autre côté. Toi, tu as une certaine réaction, une certaine façon de faire qui ne correspond pas forcément à toutes les sociétés. C'est là où, en fait, en tant que consultant, il faut, en fait, avoir une bonne faculté d'adaptation pour comprendre, ce que veut le client et
et comment il le veut. Parce que ça se trouve, tu vas lui présenter d'une façon qui sera probablement la bonne, mais lui, il veut l'entendre d'une autre façon. Donc voilà, il y a vraiment comme je disais à un moment, c'est passer de l'autre côté de la barrière. Passer de client à fournisseur. Et c'est vraiment deux choses complètement différentes et il faut le vivre pour comprendre ça. C'est vrai, ouais. En tout Est-ce cas, que bon courage. Oui, c'est clair, bon courage. Mais en tout cas, avec une formation comme ça que vous suivez, celle que tu suis, tu es en bonne voie. Ça donne un certain bagage aussi et je reste à dispo, s'il y a besoin d'étoffer un peu plus, ma réponse ou mes réponses, si tu en as besoin. Bah, après, oui, ça serait peut-être sur le domaine informatique notamment, mais on peut voir ça plus tard. Ouais, ça marche, Un pas autre de souci. moment. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires, de ceux qui restent? Non, pas spécialement. Non. Je vais peut-être aussi envoyer un mail par rapport à une correction d'exercice où je sais pas, j'aimerais avoir plus de détails en fait Oui. en termes de corrigé. À Ok, chaque fois, je vois presque réussi, donc du coup, je suis un peu frustrée. Donc j'aimerais avoir plus d'explications du coup par ok, rapport à ça. ça marche. Ok, ça marche. Voilà. Et ben, si pas d'autres questions, je vous propose de clore pour aujourd'hui. Je vous envoie les corrigés sur Padlet et je vous envoie une notification et je continue ma poursuite de correction d'exercice et réponse mail si vous m'en envoyez. Ça marche. Très bien. Merci bien. Excellent Merci week-end à vous tous.